Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je poursuis un extrait de cette lecture de Jean-Claude Michéa, La double pensée, retour sur la question libérale. Mais avant, je fais appel ici à la fois au savoir informatique et historique de cet ami historien et chroniqueur, Jean-Paul Coupal, car j'ai une amie, Elisabeth, qui me pose la question suivante. Où trouver le texte, la référence du texte de Robert Kennedy, de la conférence qu'il a donnée à l'Université du Texas en mars 1968? Je sais que ce long passage cité par Michéa a été publié dans son ouvrage L'Empire du moindre mal, mais que je n'ai pas présentement sous la main, Elisabeth. Donc, je fais appel maintenant à Jean-Paul, qui saura sans doute trouver le texte en question ou une vidéo, et je l'invite à poster sur ma page Facebook le document en question. Et par ailleurs, je vous invite aussi à aller visiter le blog de Jean-Paul Coupal, La Bibliothèque hantée, où il est question de la conquête de l'Angleterre par les Canadiens, de la politique symbolique que mène Stephen Harper, de rendre à je dirais, à une partie importante de son électorat une représentation symbolique fantasmée de ce qu'étaient les colons canadiens. Je ne sais pas si tout cela a une immense portée sur le plan concret et réel des affaires canadiennes, mais assurément, Stephen Harper a un projet et nous devons l'analyser de près. Et ici, je paraphraserai le poète de Timmins. Le Canada serait-il devenu le témoin brûleur de la Grande-Bretagne, dont la puissance symbolique ne cesse de s'éteindre? En ce sens, et selon une formule de Nietzsche, une idéologie du bien, avec un grand B, apparaît d'abord comme une métaphysique du bourreau. Cela suffit, une fois pour toutes, à la différencier de ce que George Orwell appelait la common decency, ou si l'on préfère, la décence commune. En utilisant cette dernière notion, en effet, George Orwell entendait seulement se référer à un ensemble de vertus traditionnelles, telles par exemple que l'honnêteté, la générosité, la loyauté, la bienveillance ou l'esprit d'entraide, vertus auxquelles les gens ordinaires, ajoutait-il, attachent de toute évidence beaucoup plus d'importance que les intellectuels des classes possédantes et que l'on pourrait ramener, sans trop en forcer le sens, à ses capacités psychologiques, morales et culturelles de donner, recevoir et rendre, dont Mauss a établi dans l'essai sur le don qu'elle constituait le sol fondateur des relations humaines. Or, il va de soi, pour reprendre notre exemple, que ces dispositions pratiques à la réciprocité, qu'elles se fondent sur le sens de l'autre, sur celui de l'honneur ou sur la simple coutume,
sont parfaitement indépendantes de l'orientation sexuelle d'un sujet. On peut être un hétérosexuel, égoïste et narcissique, prêt à tout pour s'enrichir, devenir célèbre ou jouir de son pouvoir sur autrui, ou à l'inverse, un homosexuel, attentif à ses semblables et capable de se comporter avec eux de manière simple et humaine. C'est pourquoi une société décente, selon le mot qu'utilisait Orwell pour désigner la société socialiste, n'a par définition aucune position morale ou politique particulière à faire valoir sur ce type de questions. Elle doit seulement veiller à ce que tous ceux qui désireraient en débattre philosophiquement puissent naturellement le faire en toute liberté, c'est-à-dire sans avoir à redouter, comme dans nos sociétés libérales développées, un quelconque procès en sorcellerie ou une interdiction professionnelle. L'art peut d'ailleurs s'avérer ici un guide beaucoup plus efficace que la philosophie. La vie des autres, le film admirable de Florian Henkel von Donnersmarck, offre ainsi une illustration parfaite de tout ce qui sépare la common decency de l'homme ordinaire de ses idéologies du bien que les idéologues avides de pouvoir, de Torquemada à Mao, ont toujours excellé à construire et à imposer par la force. C'est en effet parce que l'agent Whistler ne peut s'empêcher de faire la seule chose que la décence commune exige, à savoir de se comporter en être humain et non plus comme un simple rouage d'une machine totalitaire, qu'il va progressivement trouver le courage moral d'affronter, quelles qu'en soient les conséquences pour sa propre carrière, le pouvoir politique pervers dont il avait jusqu'ici exécuté tous les commandements. De ce point de vue, la vie des autres apparaît comme une mise en scène particulièrement efficace de l'éternel conflit entre la décence des hommes ordinaires, leur souci quotidien, écrivait Spinoza, de pratiquer la justice et la charité, et les exigences potentiellement meurtrières de toute idéologie du bien, bien avec un grand B. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit d'un film profondément orwellien, d'autant plus que l'émotion esthétique joue un rôle aussi décisif dans la prise de conscience morale de l'agent Whistler que celle de Winston Smith, le héros de 1984. Un dernier petit passage. Ma seconde précision portera quant à elle sur l'essence même de la philosophie anarchiste. Je souligne en effet, dans la dernière partie de mon essai, que le point aveugle de toutes les entreprises révolutionnaires a toujours été le problème posé par l'existence, probablement inévitable, quel que soit le type de société, d'un certain nombre d'individus habités par un besoin pathologique d'exercer une emprise sur les autres. Que cette emprise soit intellectuelle, psychologique, physique ou politique. Le souci de neutraliser la volonté de puissance de ce genre d'individu est évidemment l'une des origines de la sensibilité anarchiste.
Mais ce souci ne devrait pas seulement conduire à développer une critique des limites du régime représentatif et donc à lutter pour la mise en place d'institutions réellement démocratiques. Comme Stendhal en faisait l'objection à Fourier, qu'il admirait par ailleurs beaucoup, il nous faut également comprendre que si l'on y prend garde, les meilleures institutions politiques du monde, tout comme les idées généreuses qui en sont le fondement, seront toujours perverties et détournées de leur sens originel du seul fait de cette volonté de puissance de quelques-uns. Même et surtout lorsque ces quelques-uns s'arrangent pour ne rien voir du désir de pouvoir qui les anime, ni de ces manifestations les plus évidentes, comme par exemple leur besoin infantile d'être admirés et leur difficulté corrélative à accepter la contradiction, leur aptitude remarquable à obtenir tout ce qu'ils veulent en culpabilisant les autres, ou encore leur goût prononcé pour la mauvaise foi polémique, les excommunications et les scissions répétées. C'est malheureusement là un phénomène que la plupart des militants connaissent très bien, du moins tant qu'ils ne songent pas eux-mêmes à se hisser par tous les moyens au sommet de l'organisation révolutionnaire, et ce n'est certainement pas par hasard si c'est précisément ce problème qui préoccupait Orwell et dont il a donné dans Animal Farm une description littéraire et politique magistrale. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je monte le livre à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Allez, passez une belle journée.